l'entretien. Bonjour à vous, très chers auditeurs de Radio Ifriqiya FM. Alors, je vous souhaite la bienvenue pour ce entretien spécial avec Madame Amel Tafsout. Bonjour, Madame. Bonjour. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter à nos très chers auditeurs de la chaîne? Je m'appelle Amel Tafsout. Je suis algérienne des Aurès. Je suis fière d'être des Aurès. Et j'ai vécu dans différents pays. J'ai commencé par l'Allemagne. Donc, je suis germanisante. Et puis, ensuite, c'était Londres. Et j'ai passé pas mal de temps à Londres où j'ai pu rencontrer pas mal de musiciens africains. Et puis, j'ai fait pas mal d'interprétariat pour des musiciens africains. Et puis, la vie m'a amenée comme ça, par hasard, aux États-Unis. Bien. Et puis voilà, je suis aux États-Unis maintenant depuis à peu près une vingtaine d'années. Alors, très bien. Alors, déjà, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est un honneur pour notre chaîne d'avoir quelqu'un de votre, c'est mon honneur aussi. De votre parcours, merci. De votre stature. Alors, vous vous appelez Amel et il me semble qu'il y a une histoire derrière ce prénom. Oui, Amel, mon père m'a appelée Amel pour une raison importante, c'est qu'il espérait que l'Algérie devienne indépendante. Et Amel, c'est aussi les espoirs. C'est pas seulement un espoir, mais beaucoup d'espoir. Tafsout, ça a aussi une histoire. C'est que dans les années 90, c'était ce qu'on appelle les événements. Et j'étais déjà danseuse, chorégraphe. J'avais pas mal de spectacles à Londres. Et j'avais un peu peur pour ma famille. Et j'ai décidé d'avoir un pseudonyme. Et comme ça, par hasard, ça s'est passé en lisant un livre assez intéressant, écrit d'ailleurs par une Allemande. Et il y avait Tafsout Imaziran. Et puis, le mot Tafsout m'a énormément plu parce que ça veut dire le printemps. Et pour moi, c'était aussi le printemps pour l'Algérie, pour que l'Algérie soit florissante et aussi qu'il y ait de la paix. Et qu'on puisse communiquer beaucoup mieux entre nous et qu'on puisse créer ensemble. Très bien. Voilà. Alors, c'est une très belle histoire. Merci. Une très belle Merci histoire bien. qui, à mon avis, peut donner naissance à une question. Est-ce que ce nom est le message derrière toutes vos chorégraphies ou il existe un message tout autre? Quels sont les messages que vous véhiculé très souvent. Merci parce que c'est intéressant que vous parliez de chorégraphie. Oui, j'essaie de... premièrement, quand je suis partie d'ici, j'étais étudiante en Allemagne et j'étais la première étudiante algérienne. Et tout a commencé avec... la danse est venue justement quand j'étais en Allemagne, où il y avait des femmes qui me demandaient d'enseigner la danse. Et moi, je n'étais pas tellement intéressée par ça. Et ça s'est fait d'une façon vraiment extraordinaire où on m'a dit, on a un studio, on a des femmes pour toi, on veut que tu commences. Mais vous savez, parfois, même si vous parlez la langue, vous connaissez la culture, et moi, je connaissais un peu la littérature allemande, etc., je n'étais pas consciente du fait que quand même j'avais le mal du pays. Et c'est en commençant à enseigner la danse que j'ai retrouvé ma musique, j'ai retrouvé un peu mon identité aussi. Et c'est ça qui m'a énormément aidée. Donc pour moi, la danse, c'était aussi une façon de m'exprimer, une façon de me guérir, et aussi de donner cette possibilité à des femmes, même si elles étaient allemandes, parce qu'en Allemagne, c'est très intéressant. Quand vous dépassez les 20 ans, les femmes ne dansent plus, et tandis que nous, les femmes dansent ensemble. Ah oui, donc... Est-ce qu'il y a une raison derrière ce fait? Je ne sais pas, je pense que ils prennent des cours de danse. Donc les danses, c'est quelque chose de beaucoup plus
officielles, je pense. Et ça paraît créatif. Il y a le ballet et puis il y a les danses qu'elles apprennent comme ça dans des écoles de danse. Mais il n'y a pas ce côté spontané que nous avons, moi je dirais pas seulement en Algérie, mais en Afrique. En Afrique, oui, bien sûr. En général. Ouais. Donc, comment est-ce que les non-africains, de façon générale, perçoivent l'expression de votre art, qui est la danse? Ben, vous savez, pour moi, la danse, c'était un peu cette, comme j'ai dit, cette guérison qui était importante pour moi. Mais la danse, c'était aussi une façon de survivre, de survivre dans une société occidentale. Et la société occidentale, bon, et ça, c'est un message que j'aimerais bien donner aux Africains de tous les pays, c'est que on pense que l'Occident c'est le paradis, mais l'Occident c'est beaucoup plus dur parce que on est livré à soi-même et surtout en tant que fille, être livré à cette liberté et savoir que la liberté, on peut se laisser aller par cette liberté et se perdre, ou bien qu'on essaye de faire quelque chose de beaucoup plus créatif avec cette liberté. Donc la première compagnie que j'avais, c'était en Allemagne, et c'était très intéressant. J'avais rencontré des femmes qui pensaient un peu comme moi, une Tunisienne, une autre Algérienne, une Libanaise, etc. On ne voulait pas montrer le côté orientaliste de la danse. On voulait, ce qui était important pour moi, c'était la dignité de la femme. La dignité de la femme algérienne, la dignité de la femme africaine, la dignité de la femme maghrébine, parce que on ne danse pas pour montrer son corps, on danse parce qu'on a un message, et on danse aussi on a des fonctions, par exemple, par rapport à la terre, on a des danses qui sont quand même assez importantes dans des fonctions pour la communauté. Et c'est ça que je voulais. Je me rappelle, les membres de ma compagnie ne comprenaient pas exactement la différence, mais moi j'étais très lucide de ce que je voulais faire avec cette danse. Je voulais montrer que, bon, on a certains avantages sur les femmes occidentales. On s'exprime avec la danse. La danse, c'est célébrer la joie, mais c'est quand même assez spirituel. Oui. Il y a le rituel, il y a tellement de facettes dans la danse que je pense que vous comprenez, parce que la danse africaine, c'est aussi le groupe, c'est la communauté. Alors, Amel Tafsout, vous êtes, je rappelle aux auditeurs que vous êtes une danseuse chorégraphe. Vous avez fait le tour du monde. Aujourd'hui, vous êtes installée aux États-Unis. Vous avez fait le monde entier, pratiquement. Vous avez côtoyé les plus grands, même les Africains, comme Feu Papa Wemba, qui est une icône de la musique africaine, la musique congolaise. Oui. Vous avez parlé de deux choses. Vous avez parlé du rôle des femmes dans cet art-là qui est la danse. Et vous avez parlé de la différence qu'il y a entre les rythmes orientaux et ceux de l'Afrique. Alors, déjà, la première question, c'est quelle différence devraient connaître les auditeurs entre la danse orientale et la danse africaine? Oui, la danse orientale, pour moi, ça a à voir avec l'orientalisme, pur et simple. L'orientalisme s'est développé au XIXe siècle, et c'était très intéressant que l'orientalisme, à l'époque, a commencé avec l'Espagne, avec Carmen. Carmen, ça représentait l'Orient. Oui. Et puis après, bon, de l'Espagne, le colonialisme qui a commencé en Algérie, puis après l'Afrique. Donc, il y avait cet orientalisme où tous même ce qu'on appelait les poètes maudits comme Baudelaire, Verlaine, etc., ils voulaient s'évader de leur société et retrouver un Orient un peu
oui, que ça soit par exemple la peinture orientaliste, et tout ça, ça a été développé et finalement, ça n'a rien à voir avec la femme. La femme en Algérie, par exemple, quand ces Européens sont arrivés, ils sont arrivés avec des photographes et ils avaient cette idée que la femme algérienne ou même africaine était là en train d'attendre cet Européen qui va la sauver, ou c'est comme si elle était là prête à recevoir cet Européen. Et quand ils sont arrivés ici, ils ont vu qu'il y avait des femmes qui étaient voilées, qui ne pouvaient pas vraiment avoir accès à cet espace féminin. Mais il y avait cette fiction cet orientalisme qui a existé au XIXe siècle et qui existe encore. Donc la danse orientale, pour moi, c'est vraiment ça n'a rien à voir avec les femmes, comment les femmes sont. C'est toute cette fiction exotique de la femme, et que nos danses ne sont pas cet orientalisme. Nos danses, elles ont une fonction. Nos danses, c'est communautaire, on offre une danse, par exemple, dans un mariage. Il y a la grand-mère qui commence à danser. Il y a une beauté extraordinaire que j'apprécie. Et c'est ça que j'ai pris avec moi de l'Algérie quand je suis partie. Donc, est-ce qu'on est en droit de dire que la femme a une place importante dans cet art? La femme a une place très très importante dans cet art, mais si on prend les danses amazighes par exemple, ou les danses de communauté même en Afrique, ce sont des danses qui ont un message. On danse pour la sécheresse, hein, on fait une procession pour la sécheresse. La danse et la musique, ils ont un certain aspect social qui est très très important. Maintenant, si on parle des rythmes, parce que vous avez mentionné les rythmes, pour moi les rythmes, si on parle des rythmes maghrébins, la différence avec les rythmes du Moyen-Orient, nous avons des rythmes africains. Oui. Et les rythmes africains, on les trouve ici, mais on les trouve à Cuba, on les trouve au Brésil. Moi, j'ai fait des études de danse afro-cubaine à Cuba. Il y a nos rythmes et les rythmes afro-cubains, ou que ce soit les rythmes africains ou les rythmes brésiliens. C'est l'Afrique. Quelles sont ces similitudes? Est-ce que c'est dans la façon de bouger? Est-ce que c'est dans les percussions? Est-ce que je sais que c'est dans les percussions, c'est dans le chant, c'est dans la danse. Alors je ne sais pas si je peux m'exprimer en français pour ça, mais je vais expliquer ça un peu en anglais. Il y a ce qu'on appelle le offbeat. Right. Oui. Yes. Mm-hmm. Le contretemps. Oui. Les rythmes du Moyen-Orient, ils ne sont pas dans le contretemps. Par exemple, si je tape des mains, je ne vais pas taper des mains et chanter en même temps ou danser en même temps. Il y a toujours ce contre-rythme qui donne quelque chose de beaucoup plus important aux danses africaines, ou la musique africaine. Et c'est très très difficile, par exemple, de trouver un percussionniste égyptien qui peut comprendre les rythmes de chez nous. Hein. Je me suis trouvée très très souvent sur scène où j'étais obligée de taper des mains pour montrer à cet Égyptien percussionniste que il joue, comme on dit en anglais, behind the rhythm. Il n'est pas en train de me suivre, parce que nos danses à nous, ou ce côté africain, c'est que il y a ce dialogue entre le percussionniste et le danseur, ou la danseuse, mais c'est là où il y a un dialogue qui peut être beaucoup plus intéressant, parce qu'il y a ce côté groovy, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Il n'y a pas de traduction. Le groovy, c'est peut-être. que vous trouvez dans le blues aussi aux États-Unis, que vous trouvez dans le jazz de la Nouvelle-Orient, vous voyez. Oui. Et c'est ça qui est fascinant, parce que
En général, les danseuses orientales, c'est de la technique qu'ils apprennent, mais ils ne connaissent pas les rythmes, ils n'essayent pas de... moi, j'ai un sens musical, j'ai un sens du rythme. Donc, pour moi, parce que quand j'avais un groupe en Angleterre, moi, j'étais toujours là en train de répéter avec les musiciens, parce que je chantais aussi. Donc, je joue du bendir, de notre percussion. Donc, je ne suis pas seulement la danseuse. Dans ce moment-là, je suis aussi la musicienne, vous voyez. Et c'est ça qui est important parce que vous vous faites respecter en tant que danseuse aussi quand vous connaissez la musique, vous connaissez les rythmes. Et je connais, moi, j'ai eu parfois des problèmes avec des musiciens américains qui me disaient mais ce que vous jouez, c'est complètement faux. Je leur ai dit, je regrette, je connais ma musique, je connais ma danse, je connais mes rythmes. Donc c'est pas parce que c'est différent que ce que je joue est faux, oui. Exactement, parce qu'ils sont trop techniques, ils sont même, par exemple au piano, oui. C'est trop technique. Surtout au piano. Surtout au piano, exactement. Oui. Prenez un Algérien de Chabi qui joue comme Skandrani, par exemple. Pour moi, ça c'est du qanoun au piano, mais il est extraordinaire. Il y a tout un aspect extraordinaire que les Occidentaux sont en train d'apprendre de la musique africaine. Mais du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, aujourd'hui avec la danse contemporaine, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi réapprendre les concepts de base tels que les danses interprétatives? La danse contemporaine, moi je vous dis qu'il y a la danse contemporaine des Blancs, ce que j'appelle des Blancs, et il y a la danse contemporaine des Blacks, parce que les danseurs contemporains aux États-Unis, au début, c'était interdit pour eux d'être dans les ballets, parce qu'ils disaient qu'ils avaient des pieds plats et qu'ils refusaient de les laisser danser. Quelqu'un que je respecte énormément, c'est Alvin Ailey, qui a changé un peu les danses contemporaines américaines parce qu'il a gardé cette africanité, mais il a ajouté quelque chose d'autre. Et ça, c'est extrêmement... pour moi, c'est extraordinaire de faire ça, mais ce n'est pas seulement aux États-Unis. Il faut penser aussi à l'Afrique. Oui, justement, oui, par exemple, Afrique, Dakar, oui. il y avait le Moudra. C'était quelque chose d'extraordinaire. Oui. Vous voyez. Et une dernière question. Lorsqu'on parle souvent d'art africain, de tradition, il y a très souvent des références aux marques, ce que certains appellent des marques tribales, c'est très souvent appelé tatouage. Quel est votre... Que diriez-vous déjà? Parce que les a priori ne sont pas toujours positifs. Là, on pense à un autre sujet, donc c'est un sujet qui me tient tellement à cœur. C'est que, par exemple, chez nous, on appelle ça l'ouchem. Et moi, personnellement, j'essaie de réécrire, c'est pas réécrire, j'essaie de changer la terminologie. Parce que même si on parle de l'histoire de ma région, de la Kehina, pour moi la Kehina, elle ne s'appelle pas la Kehina, elle s'appelle Dihia. Donc je suis en train d'écrire un article sur elle, mais elle s'appelle Dihia et j'explique aussi pourquoi. Vous voyez, ce qu'on appelait le tatouage, c'est le tatouage, ça vient des marins. Les marins, c'était les premiers qui avaient utilisé le tatouage. Ils pouvaient mettre une fleur, ou ils pouvaient mettre un poisson, ou ils pouvaient mettre ce qu'ils voulaient. Et moi, je fais la différence entre c'est ce qu'on appelle tribal marks. C'est plutôt un tatouage tribal qui a toute une histoire, qui a un symbole, qui a une puissance derrière. Exactement, il y a un pouvoir, il y a un pouvoir magique aussi. Oui. Il y a une guérison, il y a énormément de choses là-dessus. Ma grand-mère, elle avait ça sur son visage, elle avait ça sur ses bras, mais c'était quelque chose de tout à fait naturel. Et personne ne lui a posé la question pourquoi vous avez ça. C'est-à-dire que ce n'est pas elle qui a décidé d'avoir ça, c'est que
on a ce qu'on appelle l'Ushama, et l'Ushama, c'est elle qui décide ce qu'elle va mettre sur votre corps, et vous devez honorer ça. Donc il y a tout moi je dirais, toute une... oui, c'est un rituel, mais c'est une initiation. Chez nous, vous ne trouvez pas de filles qui ont 8 ans qui vont avoir ça. Il faut un certain âge pour avoir ça. Donc, aux États-Unis, maintenant, tout le monde est tatoué. Oui. Ça va du haut en bas. Oui. Et vraiment, surtout Portland. Il faut venir à Portland pour voir. Mais c'est vraiment extraordinaire. Quand je suis venue avec le groupe là pour aller à Janet, il y avait certaines qui étaient tatouées. Moi, je leur ai dit, il faut mettre des pantalons. Vous ne pouvez pas aller sortir dans la rue avec ça. Oui. Mais vous voyez, c'est un patrimoine culturel qui est en train de disparaître. Et moi, je suis en train de donner des conférences là-dessus parce que il y a des symboles, et ces symboles, ce sont des symboles tellement anciens, je dirais avant toutes les religions, et ce sont des symboles qui vont être en voie de disparition, et les femmes qui portent ça, ce sont nos grand-mères, mais quand elles vont disparaître, tout ce patrimoine culturel va disparaître aussi. Oui. Et c'est dommage, il faut essayer de sauvegarder tout ça, et que ça soit en Afrique, ou que ça soit en Mauritanie, ou que ça soit en Kabylie ou dans d'autres pays africains, ça fait partie de notre patrimoine culturel. Oui, et bien, j'espère que nous aurons l'occasion d'en discuter plus longuement, peut-être pour une émission, pour un autre interview, ici à la chaîne, ou peut-être en ligne. Pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Ouais. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin, avant... J'ai un message. Et le message, c'est le respect de la femme. Que ce soit la femme algérienne ou la femme congolaise, ou malgré le fait qu'il y a le soukous que j'adore. Merci beaucoup. Et les sapeurs. Merci beaucoup. Mais il y a quelque chose dans la danse qui est importante. C'est une expression. C'est une expression de la vie, c'est une expression de la tristesse. On a des rituels, on a des chants funèbres, et tout ça, c'est notre patrimoine. Et j'aimerais qu'on le sauvegarde au lieu de le critiquer et de le faire disparaître. Et ça, c'est important pour la femme, et c'est aussi important pour le peuple, pour sauvegarder une certaine identité. Parce qu'on a été bousculé avec notre identité à cause du colonialisme. Et je crois que c'est la période maintenant pour nous de décoloniser, de réécrire notre histoire. Parce que notre histoire a été écrite par des Européens, par des colons. Par nous. Notre histoire a été écrite par quelqu'un d'autre. C'est notre responsabilité d'écrire ou de dire notre histoire, parce que chacun de nous a une histoire. Tout à fait. Et il est temps de l'exprimer, que ce soit dans le chant, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la danse, que ce soit par le travail que vous faites. Hein. Oui, bien sûr. Nous sommes tous là pour essayer de sauver l'Afrique. Très bien. Alors, merci beaucoup, Madame Amel Tafsout. Merci. C'est un plaisir d'avoir... c'est mon plaisir. Le plaisir est partagé. Le plaisir de vous avoir eu. Oui. Je remercie également les auditeurs de leur fidélité à la chaîne. Et ce sera tout pour cet entretien exclusif. On se dit à la prochaine. Au revoir.